De l'autre côté du mur. On est dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. 2027 arrive à grands pas. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je suis le bruit à la fureur. Marine Le Pen est une femme de gauche. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Les dimanches à Bamako. L'horreur quasiment de nazisme. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants. C'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Les partis d'extrême droite progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. C'est ça que j'adore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est président depuis 8 ans, responsable de rien, et on ne peut rien lui reprocher. Une vraie meuf. Ouais, mais c'est ça. De l'autre côté du mur, présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Bon, ça va Jean-Michel Aplati là? Tu te sens bien pour le podcast du jour? Ouais, je sais pas, je t'avoue que en ce moment j'ai un peu peur. Mais non, mais t'inquiète pas, hein. S'il y a des sales cons qui partagent pas, qui likent pas, on va les dégager. Hein. Merci du soutien, parce que là, en ce moment c'est difficile. Oula Ah non mais attends, je crois que c'était diffusé. Oula c'est quoi merde, oula, oh merde. Oh non Oh merde. Oh non Oh merde. Oh la polémique Oh la polémique. Oh putain. Oh la boulette. Oh la polémique. Oh la boulette. Oh putain, vous n'avez rien entendu évidemment. On ne savait pas, on ne pouvait pas savoir, nous avions juste les micros devant la bouche, le générique était parti, on ne pouvait pas savoir que l'émission avait commencé. Oh non, toutes les lumières sont rouges du studio, je viens de donner une interview précédemment à Journal People, et là vous êtes en train de me dire que ça enregistrait. Va falloir envoyer à Hanouna, le copain de ma fille, voilà, qui est en couple avec ma fille, pour dire que c'est un enregistrement pirate et que c'est dégueulasse de diffuser ça. Vite, communique, envoie un SMS à Hanouna pour qu'il puisse nous défendre. Vite. Ah, c'est vraiment pas de chance. Hein. Bah oui, vous avez compris. Hein. Et on a refait exactement ce que Brigitte Macron a fait cette semaine à Harry Habitant. Mais attends, c'était la polémique de la polémique en France cette semaine. Il se passe beaucoup de choses en France. Mais alors là, Brigitte Macron qui a traité les féministes de sales connes parce qu'elles sont allées perturber un spectacle d'un mec qui, visiblement avait rien fait de ce que j'ai compris. Enfin, on l'accuse de viol, c'est ça? Alors, on l'accuse de viol. Mais la plaignante, donc... en fait, il y a un problème. Moi, j'ai un problème sur cette affaire. Le podcast n'a pas commencé. Le débat commence déjà avant. Mais en fait, le truc, c'est que donc une femme porte plainte pour viol. 2 fois, la justice dit on n'a pas assez de preuves, donc non-lieu. Les féministes disent non-lieu, ça veut pas dire innocent, c'est qu'on n'y a pas assez de preuves, machin. Et en fait, dans la presse a fuité, rapport aux avocats, etc. C'est un peu... c'est toujours comme ça quand les choses fuitent. Et en fait, le rapport... j'allais dire d'autopsie, elle est pas morte, mais le rapport du médecin qui l'a auscultée, mais c'est horrible. C'est genre, elle a des lésions au coccyste, au vagin, elle a des lésions, mais je sais pas comment c'est possible, mais enfin, c'est ce que le médecin décrit est absolument horrible. La justice dit non-lieu. Bon, moi, j'ai pas suivi tous les débats au tribunal pour savoir si effectivement il y a un non-lieu, mais c'est vrai qu'il y avait des mecs, et là, on va voir avec les agriculteurs, qui même quand ça va, il n'y a pas trop de preuves, se font débarrer la gueule. Lui, c'est allé assez bien. Moi, visiblement, et enfin, il y a la vidéo aussi qui est ressortie, là, tu sais, quand il embrasse Laurie Tillman sur le plateau. Ouais. Et moi, j'ai un pote qui a une histoire un peu personnelle avec lui, qui tient un resto. Voilà, c'est pas quelqu'un de très, très recommandable vis-à-vis des femmes. Bon, là, sur ça, il n'a pas été condamné. Et c'est vrai que, par contre, tu vois, je fais le pour et le contre en même temps. Tu vois, dans ma tête, je suis pas très clair encore. C'est que, par contre, si les féministes perturbent le spectacle de ce gars-là, tu sais, elles sont mis un masque avec marqué violeur dessus, alors que la justice a mis 2 fois un non-lieu, dans ce cas-là, la justice ne sert à rien. C'est qu'on respecte pas ce que dit la justice et le mec, on le perturbe toute sa vie jusqu'à la fin de tous ces spectacles. Donc soit on considère que la justice c'est bien, et elle, du coup, elle respecte toute la décision de justice, soit elles en respectent aucune. Mais là, comme par hasard, c'est quand c'est lui qui est à Paris. C'est génial, c'est qu'il a commencé sa tournée en province. Le mec, personne l'a fait chier. C'est vraiment quand même un truc de féministe, de parisien horrible quand même. Bon, en tout cas, le podcast sur le féminisme arrivera évidemment très très bientôt. On parlera évidemment de toutes leurs contradictions. En tout cas, on ne vous a pas dit bonjour. Quelle impolitesse. Désolé les amis. Bonjour et bienvenue dans votre podcast préféré, le podcast le plus mal pensant, le plus mal famé de la planète podcast, de l'autre côté du mur. Celui que vous avez entendu n'est autre que Monsieur Trotsky. Bonjour Trotsky. Bonjour tout le monde et bonjour Jean-Michel Aplati. Et bonjour à tous ceux qui nous ont enregistrés en off qui ont essayé de nous piéger.
Bon, en tout cas, on espère, les amis, que le podcast de la semaine dernière avec notre invité spécial, podcast anniversaire, vous aura plu. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, évidemment, aller l'écouter, liker, partager. Évidemment, vous savez qu'on a besoin de tout ça pour que l'algorithme nous fasse un peu monter et qu'il arrête, en tout cas l'algorithme YouTube, qu'il arrête de nous invisibiliser. Tout ça, Argenteau, qui reviendra peut-être, si vous en êtes satisfait, dans un nouveau podcast, un podcast encore plus complotiste. En tout cas, les amis, aujourd'hui, on a beaucoup d'actu, on a beaucoup de choses à dire en ce lundi 15 décembre. On a une actu très très chargée et on parlera évidemment en premier lieu des agriculteurs et ce qui se passe du côté de l'Ariège. Et vous allez voir, nous allons encore une fois sombrer dans le complotisme le plus fou. Et puis évidemment, nous parlerons de France Télévisions, nous parlerons des 120 ans de la laïcité. Oui, je ne sais pas si vous avez vu sur vos arrêts de bus ces affiches, 120 ans qu'on aime la laïcité, 120 ans de la loi 1905. Voilà, donc les gauchistes se pavanent sur cette loi de merde. Même sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, moi j'avais plein de pop-up qui disaient est-ce que la laïcité a 100 ans, vrai ou faux? Mais non, elle a 120 ans, c'est bien plus vieux. Vous savez pas que c'est depuis 120 ans qu'on est heureux? C'était incroyable, la publicité du gouvernement était géniale. Voilà, donc les amis, encore un programme évidemment très très chargé. Et avant de commencer, de passer de l'autre côté du mur, on avait fait un petit sondage la semaine dernière, Trotsky. Oui, tout à fait, on avait mis 4 possibilités là. C'était un podcast tellement dense qu'on s'était chauffé sur les possibilités. La question était: Trump est-il soutenu par des militaires en secret? C'était la thèse que Toussaint Argenton nous a expliqué la semaine dernière. Thèse très intéressante, vraiment, encore une fois, je vous invite à aller l'écouter si vous ne la connaissez pas, cette thèse, avec sous fond de Quanon. Et la réponse qui a gagné, c'est non, il a gagné grâce au dégagisme. Donc, tu vois, nos auditeurs ne sont pas encore totalement complotistes au niveau maximum. Pour l'instant, ils pensent que voilà, les gens en avaient marre de cette classe américaine horrible et ils ont mis Trump pour mettre un candidat hors système, mais sans forcément des forces caché et obscur. J'invite évidemment les amis à partager ce podcast en masse à tous vos amis éclairés, éveillés ou complètement endormis. Pour l'instant, il est l'heure de passer de l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur. Et oui, aujourd'hui les amis, de l'autre côté du mur, nous filons direction l'Ariège. Et vous n'êtes pas censé l'ignorer, il y a eu des gros problème en Ariège, dans une ferme ariégeoise, les amis, sous prétexte de dermatose nodulaire chez les bovins, enfin un rhume de vache quoi. L'État a envoyé la milice, toute vêtue de bleu avec des tanks et des hélicoptères. Trotsky, petit résumé de ce qui s'est passé en Ariège. Alors, pas qu'en Ariège. Faut quand même dire que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas entendu parler des agriculteurs, puisque 2 fois l'année dernière, ils avaient fait une révolte qui s'était soldée par en fait les syndicats, certains plus proches du gouvernement, avaient arrêté les mobilisations quand ils avaient gagné quelques chèques, etc. Et donc la révolte n'était pas arrivée totalement à son terme, même si moi je leur en veux pas, les mecs se sont fait gazer, péter la gueule, enfin c'est bon. Donc évidemment c'est compliqué. Mais ça faisait 1 an, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était peut-être janvier dernier, que la dernière fois que les agriculteurs avaient tout bloqué, les routes, etc. Et là, on a encore entendu parler, comme tu l'as très bien dit, des agriculteurs dans l'actualité. Pourquoi? Ça n'a pas commencé dans l'Ariège, ça a commencé dans le Doubs. Dans le Doubs, qu'est-ce qui s'est passé? Un premier cas de DNC, si vous voyez DNC sur les réseaux, c'est donc c'est ce que tu as dit à l'instant, la dermatose nodulaire qui est contagieuse. Je sais pas pourquoi il y a contagieuse dans le nom, comme si on disait j'ai un rhume contagieux. Bon bref, on s'en fout, mais donc dans le Doubs, ça a commencé en début de semaine, et là en fin de semaine, il y a eu l'Ariège. Alors en fait, l'Ariège, qu'est-ce qui se passe? On va passer directement parce que les 2 histoires sont totalement similaires. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que en juin dernier, si je dis pas de bêtises, mais c'était en tout cas il y a quelques mois, on avait détecté un foyer de cette maladie-là dans les Alpes. Au final, ça s'était visiblement calmé. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on détecte un cas d'une vache sur un troupeau. Alors là, en l'occurrence, pour parler de l'Ariège, il y a 207 vaches et il y a une vache qui a cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse. Et en France, qu'est-ce qu'on fait quand une vache dans un troupeau de 207 a cette maladie-là? Eh bien, on décide d'abattre tout le troupeau. Donc là, vous maîtrisez pas les règles d'agriculture, etc. Donc moi, à la base, quand on m'a dit ça, j'ai dit oui, ok, tout à fait. Mais pourquoi il y a un énorme problème et pourquoi ça a suscité des mobilisations?
Les mecs, c'est pas des... Tu vois, t'es agriculteur, t'essaies de t'occuper de ta ferme, tu travailles déjà 320 jours dans l'année. Bon, si tu vois, t'es pas là pour gratuitement te faire casser la gueule par les CRS. Enfin, par les gendarmes mobiles d'ailleurs, c'est pas les CRS. Et en fait, le problème, c'est que ces 200 vaches, donc ces 207 vaches là, les 206 scènes, elles sont vaccinées. Ah, parce que en fait, la ministre de l'Agriculture avait dit bon, si cette maladie arrive, la solution c'est de vacciner. Donc, au final, les vaches ont été vaccinées. Problème, il y en a une qui développe quand même la maladie. Et en fait, il se trouve qu'on nous dit que c'est extrêmement contagieux, cette maladie, d'accord ? Et donc, les agriculteurs, eux, et les syndicats, les 4 syndicats, pour la première fois, se sont tous mis d'accord pour cette histoire de l'Ariège, après avoir abattu l'ensemble du troupeau pour une vache malade dans le Doubs, ils ont été écœurés, et quand il y a un deuxième ordre d'abattage de ces 207 vaches qui a été décidé dans l'Ariège, c'était mercredi ou jeudi de tête, mercredi il me semble, et bien là les agriculteurs ils ont dit non ça suffit, on se rend sur la ferme pour le soutenir, pour empêcher les forces de l'ordre d'aller abattre ces vaches. Pourquoi ils sont montés au front directement ? Parce qu'en fait ils disent mais attendez, est-ce qu'on ne testerait pas d'isoler, tiens ça va nous rappeler une période, vous vous souvenez, vers 2020, on isole la vache malade, on isole la vache malade, on voit déjà si elle décède, puisque on nous annonce un premier taux de mortalité de cette maladie à 5%. 5%. C'est-à-dire qu'on va abattre 206 vaches saines pour une mortalité de 5%. Donc là déjà, moi, j'ai commencé à faire oula. Attendez, mais c'était pas du tout les mêmes règles là pendant le Covid là. Pourquoi là d'un coup on abat tout le monde ? Donc ça déjà premier truc bizarre. Deuxième truc bizarre, oui c'est extrêmement contagieux, il faut faire attention. Pour tous ceux qui sont un peu stressés des maladies tout ça, et je comprends, ça ne peut pas se transmettre à l'homme. Donc pourquoi on ne ferait pas ça, de les mettre en quarantaine et on voit comment ça se passe ? Non, là on abat directement, paf, sans sourciller. Deuxième truc un peu chelou. Donc et le dernier truc qui est vraiment, vraiment très bizarre, c'est que, savez-vous comment elle se transmet, cette maladie ? Alors, vous allez voir dans tous les médias mainstream, on va vous dire que cette maladie est hautement contagieuse. Oui, donc pour les bovins, comment elle se transmet ? C'est pas quand les vaches se font des bisous. Non, elles se transmettent quand les vaches les piquent, les tiques les piquent et les moustiques les piquent. Donc, ça voudrait dire comment on fait pour arrêter cette contagion d'un troupeau à l'autre, avec des moustiques, etc. Enfin, c'est un bordel de fou, alors que si on les confinait, entre guillemets, eh ben, on verrait ce qui se passe. Là, on les abat, sauf que le temps que le vétérinaire y ait l'ordre de l'abattre, qu'il arrive, qui la tue, etc. Imaginez le nombre de mouches qui ont déjà piqué la vache. Enfin, tous ceux qui sont nés à la campagne, entre guillemets, ou plus ou moins comme moi, vous savez qu'il y a 1000 mouches qui tournent autour de chaque vache. Enfin, tu vois cette image-là, quoi. Et bah, en fait, c'est comment on va faire pour rattraper les mouches et qu'elles n'aillent pas piquer une autre vache. Parce qu'en fait, là, le fond du problème et là où le complot arrive, oh putain, c'est arrivé très vite aujourd'hui dans cet épisode. Ah oui, là, aujourd'hui. Je suis désolé, c'est arrivé beaucoup trop vite. C'est qu'en fait, les mecs, vous allez voir dans les médias mainstream, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Déjà, quand on parle de cette histoire, ce qui est pas très souvent, c'est que, par exemple, la Dépêche du Midi a sorti un truc totalement faux. Au bout d'un jour de mobilisation, ensuite, on va faire le détail de tout ce qui s'est passé dans la journée de la mobilisation et tout. Mais pourquoi, en fait, les médias ont essayé de mentir en disant l'agriculteur qui possède le terrain est OK pour abattre son cheptel, son cheptel de vache, c'est juste des extrémistes d'extrême droite, des fous, d'extrême gauche d'ailleurs, ils ont dit, des agriculteurs qui veulent en découdre avec la police, eux, ils ont rien à foutre des vaches, machin. Mais attendez, est-ce que vous savez ce qu'on a proposé à l'agriculteur pour qu'il dise oui à abattre ses vaches ? Alors déjà, bon, il y a un problème, c'est que généralement, dans ces exploitations paysannes-là, bah, en fait, ça se fait en famille. C'est comme un héritage, en fait. Et le truc, c'est que sous pression, il y a un des deux frères qui a dit oui, abattez-les, et l'autre qui a dit non. Donc déjà, la famille s'est déchirée, c'était absolument horrible, hein, c'est à vomir. Vous imaginez que c'est des générations de travail pour avoir une génétique de vache comme ça. En fait, là, quand on tue tout le troupeau, eh bien, c'est comme si voilà, on tuait toute une race de tel ou tel animal. Et en fait, la refaire, cette génétique-là, c'est impossible avant, en gros, c'est plusieurs dizaines d'années. Enfin, c'est catastrophique ce qui se passe, c'est catastrophique. Et donc, on va voir les agriculteurs et on leur dit « Ah, vous ne voulez pas abattre ?» Parce que la première réaction d'un mec qui s'occupe de ses vaches, c'est son business, il les aime, machin, c'est de dire « Bah non, si on peut éviter de les abattre. » Et l'État lui dit « D'accord, c'est très simple. Pour chaque cas de dermatose nodulaire contagieuse, pour chaque cas de DNC dans ton département, dans ta région, je crois que c'est département, donc j'ai peur de dire une bêtise, mais département, si tu n'abats pas ton cheptel de vache, chaque cas dans une autre exploitation, tu nous le dédommageras 5 000 €. Je sais pas si vous imaginez le truc. 5 000 balles
pour chaque cas. Donc le mec, s'il y a une exploitation à côté et qu'il y a 3 vaches encore là, puis 3 vaches, en gros le mec va devoir 100 000 euros à l'État, tu vois. Et donc évidemment qu'au bout d'un moment, le mec, il y a 15 centaures, des camions entiers de gendarmes mobiles, 2 hélicoptères qui tournent autour de ta ferme. Les mecs, c'est Robocop, hein. Faut aller voir les images. C'est Robocop tout en ligne. Et on lui dit, t'es sûr que tu veux pas abattre ? C'est comme tu veux, hein, c'est ça et 5 000 euros. Et il y a un mec, t'as toute l'armée de Dark Vador en face de chez toi qui entoure ta ferme. Évidemment qu'il y en a un des deux qui, au bout d'un moment, a dit bon, abattez. Mais ne vous laissez pas influencer par les médias qui vous diront même l'agriculteur, hein, il voulait abattre. Imaginez-vous à sa place. Donc voilà pour la mise en contexte un peu générale. Mais avant qu'on fasse la journée en détail, je te repasse la parole. Mon cher Jean-Michel Applaty. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, notamment avec le Covid il y a maintenant 5 ans. Ceci dit, cette maladie qui est bénigne chez ces animaux et qui ne contamine pas les hommes. Alors, en France, nous, on applique ce principe de précaution complètement fou, hein, évidemment. Destruction de l'ensemble du cheptel. En fait, même principe que pendant le Covid, avec le confinement généralisé, sans aucune réflexion. Donc on applique des principes de précaution pour, encore une fois, des maladies qui apparemment seraient très dangereuses, etc., etc. Puis on s'apercevra dans quelques années que finalement il n'en était rien. Problème est aussi que beaucoup de pays, parce que les premiers cas évidemment ne sont pas produits en France, je crois que c'est en Italie qu'on a eu les premiers cas de cette dermatose nodulaire chez les bovins. Beaucoup de pays ne pratiquent pas l'abattage de tout le troupeau pour cette maladie-là. Voilà, car elle n'est pas transmissible à l'homme. C'est ça. Et donc, ce qui est énorme, c'est que les viandes de vaches contaminées se retrouvent dans le circuit d'importation et donc vendues dans les commerces français et dans vos assiettes en fait. Donc, on accepte d'importer des produits contaminés par cette maladie-là, des produits de l'extérieur en France. Mais par contre, nos vaches françaises à nous contaminées, nous on doit non seulement les abattre, mais abattre tout le cheptel. Exactement. Et nous, c'est énorme. On n'a pas le droit d'utiliser la viande des vaches, des 200 qui ont été butées. Hein. C'est interdit en France. Même des scènes. C'est-à-dire, ah non, cas contact de cas contact. Tu vois, au Covid, c'est cas contact de cas contact. C'est-à-dire qu'il y a eu, t'as côtoyé une vache qui était contaminée. Après, je vais vous donner les chiffres, vous allez rigoler. Hein. Enfin, pas rigoler justement, mais vous allez avoir peur. Et en fait, on abat toutes les vaches. Et là, terminé, bonsoir. Alors que nous, on consomme de fait des vaches contaminées, comme tu dis, élevées à l'extérieur. Alors que là, même des vaches saines qui étaient dans ce troupeau-là, qui officiellement, qui ne sont pas contaminées, on ne peut pas en utiliser la viande. Enfin, c'est n'importe quoi. Juste, il faut quand même faire un point chiffre factuel tranquillement. Donc, je cite ma source. Là, je suis sur, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Voilà, parce que je sais que c'est un sujet un peu touchy. Donc voilà, je cite ma source immédiatement, je vous mettrai le lien en description. Le taux de morbidité de la dermatose nodulaire contagieuse donc varie entre 10 et 20% et la mortalité c'est entre 1 à 5%. C'est pas une officine d'extrême droite qui vous le dit, c'est l'Organisation mondiale là, de la santé animale. Donc 1 à 5% de mortalité, 10% en gros elle peut contaminer le reste du troupeau et nous on abat 200 vaches saines à côté de personnes, enfin de vaches qui vont mourir entre 1 à 5%, c'est-à-dire 2 vaches sur le troupeau, ou au pire 20. Est-ce que vous vous rendez compte de la mesure qu'on a pris, sans parler des déploiements de forces de l'ordre, etc., de vouloir abattre tout ça? Est-ce que déjà, à ce niveau-là du podcast, vous comprenez pourquoi les agriculteurs sont allés soutenir leurs collègues et en allant à la ferme et en disant non, on va pas laisser faire cette folie? C'est évidemment complètement aberrant et ça nous rappelle évidemment sous d'autres formes, par exemple les importations de tomates, d'ananas, de bananes qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs français et qu'on importe quand même dans nos supermarchés français. Yes. Donc on dit aux agriculteurs français, alors vous n'avez pas le droit d'utiliser tel et tel produit pour faire des tomates. Bon, par contre, on va importer des tomates d'Espagne qui utilisent ces mêmes produits qu'on vous interdit. Bon ben là on est à peu près sur le même cas, ce qui est totalement évidemment délirant. Ce qui est encore plus énorme, c'est que on est dans cette stratégie covidienne. On peut totalement faire le parallèle entre ce qui s'est passé il y a 5 ans et ce qui se passe aujourd'hui, puisque dans l'affaire du troupeau abattu dans le Doubs, toutes les vaches étaient vaccinées contre cette dermatose nodulaire. Et oui. C'est-à-dire qu'on nous dit depuis plusieurs jours que pour éradiquer cette épidémie, il faudrait vacciner l'ensemble des vaches françaises, mais on se rend compte que dans l'affaire du troupeau du Doubs, toutes les vaches étaient vaccinées. Et ça n'a pas empêché l'une d'entre elles d'attraper la maladie. Et donc,
on a abattu les 80 vaches restantes. Exactement. Ce qui est quand même, enfin, j'espère que vous prenez la mesure. Et sachant que dans le Doubs, encore une fois, donc c'est la même histoire. Hein. Là, les agriculteurs se motivent, ils y vont. Je crois que c'était une quarantaine. Ils se mettent autour de la ferme. Non, ne venez pas. On fera opposition de notre corps. Ne venez pas abattre les vaches et tout. Les forces de l'ordre arrivent. Gaz lacrymogène. Les mecs étaient arrivés un peu comme ça. Soutien spontané, pas du tout préparé. Paf, on les écarte et on abat toutes les vaches. Alors que, encore une fois, les 79 sont vaccinés. Il n'y a pas de problème, tout ça. Mais on dit oui, mais ça contamine même l'endroit et tout. Enfin, bref, la folie totale. Donc ça, c'est le Doubs. Un jour plus tard, on nous dit il y a un nouveau cas dans l'Ariège, on va les abattre. Là, les agriculteurs disent ah bah non, cette fois, c'est finito. Donc là, cette fois, ils arrivent avec leur tracteur et tout. Non, on va empêcher les forces de l'ordre de passer. Et là, pour juste faire une petite parenthèse, il y a eu un cas vers Montpellier qui a été signalé, donc pareil, et un cas dans les Hautes-Pyrénées. Donc vous voyez qu'en une semaine, ça va faire 4 de troupeaux à abattre. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, c'est pas une erreur d'administratif. Tu sais, en France, ça peut arriver. En gros, il y a un mec qui a mal noté une ligne. Si il y a un cas, faut abattre. Non. Là, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle persiste, elle signe. Elle dit la seule solution pour sauver les bovins français, même vaccinés, il faut abattre tout le cheptel entier. Donc, si là, vous reliez les points, vous savez que dans le guide du parfait complotiste, ça c'est la leçon numéro 1, relier les points. Vous avez vu que l'Union européenne nous fracassait les agriculteurs à cause de la concurrence déloyale, à cause du coup du Mercosur, on va en parler juste avant, à cause de tous les traités de libre-échange et que personne ne respecte les mêmes normes que nous, à cause des taxes, du fait qu'ils soient harcelés, tu sais, de la hauteur des haies. Il y a une brigade spéciale pour regarder la hauteur des haies chez les agriculteurs et pour les contrôler et les harceler. Et tiens, donc il y en a de moins en moins, c'est le métier qui se suicide le plus. Et là, dès qu'il y a le moindre truc, on leur abat tous leurs troupeaux. C'est quand même... on voit que c'est quand même assez radical avec eux. Donc je vous mets juste ça, relier les points, et on va continuer. Et alors là, c'est parti. Là, nous allons sombrer dès maintenant dans le complotisme le plus total. Et on pourrait se dire que le timing est quand même étonnant, puisqu'il correspond à quelques jours près à la ratification de l'accord Union européenne-Mercosur qui impose l'importation de millions de tonnes de viande bovine sud-américaine, bourrée aux hormones évidemment complètement dégueulasses, en France. Oui. Traité que Macron n'a pas encore signé, mais il se décide, il réfléchit, rencontre les agriculteurs, il sait pas, et moi je vais vous le dire, il va le signer. Hein. Oui, et il l'a déjà dit face caméra que ça allait se faire, il l'a déjà dit. Sincèrement, il l'a déjà dit, hein. Il y a vraiment pas de suspense. Ceux qui s'accrochent encore à cet espoir-là, malheureusement pour vous, c'est compliqué. Donc, est-ce que on pourrait se poser la question, en bon complotiste que nous sommes, serait-ce pour dégager la place à ce nouveau marché qui fait bander comme des taureaux l'Union européenne, le marché sud-américain et alors le marché de poulet ukrainien. Alors ça, n'en parlez pas Ursula. Ça, elle en fait des rêves toute la nuit. Oui. Donc, on se rend compte que le timing est pas mal. Mais j'ai encore mieux. Dans le guide du parfait complotiste, je vous envoie, les amis, maintenant, 2 ans en arrière, en 2023, le rapport de la Cour des comptes, le rapport S 2023-0466, les soutiens publics aux éleveurs bovins. Alors là, on va directement à la page 75, les amis, chapitre 4.2, et on peut lire, et je vous lis ce rapport de la Cour des comptes. Piloter la réduction à venir du cheptel bovin. La baisse du cheptel bovin observée ces dernières années demeure limitée. Et à ce rythme constant, ne permettra pas à la France d'atteindre les objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qu'elle s'était elle-même fixée, notamment dans le cadre du Global Methane Pledge. Et oui, parce que comme les vaches pètent, voilà, il faut... c'est vraiment ça, le méthane. Mais c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est pas une vanne. Tendancielle, cette diminution reste subie et ne fait pas l'objet d'un véritable pilotage par l'État au détriment des exploitants. Donc, ce qui est bien, c'est que bon, c'est la même chose en Irlande. Donc, en parfait complotiste que nous sommes, on relie les points comme l'a très justement dit Trotsky, et on relie un point essentiel qui est cette ratification du traité UE-Mercosur sur l'importation de bovins sud-américains, et ce rapport de la Cour des comptes daté de 2023 nous disant qu'il faudrait réduire le cheptel bovin en France pour éviter que les vaches pètent. Oui. Et qu'elles ne polluent. Sachant que, je sais que je vais entendre plus d'un, mais je vais le dire quand même, toute mesure justifiée par
le plan mondial pour réduire le CO2 est un truc pour vous voler votre argent. Voilà, sachez-le, parce qu'on peut débattre réchauffement climatique, tout ça, pas de souci. Mais que ce soit l'agriculture française qui fout la planète dans la merde, si vous voulez. Déjà, la France, bon. Oui, voilà. Déjà la France. Mais alors, l'agriculture française, mon pote. La France, c'est même pas 1% des émissions de gaz à effet de serre. Même pas 1%. À côté, t'as les Chinois qui représentent 20 à 25%. Les Américains, pareil. Les Indiens. Mais putain, les Indiens. Les mecs se chient dans la main. Non, mais c'est vrai. Et ils déversent leurs déchets dans un truc qui s'appelle le Gange. Les mecs n'ont pas de poubelle chez eux. Et c'est nous, nos agriculteurs, au fin fond de l'Ariège, qui seraient responsables du prétendu réchauffement de la planète. Les mecs, ils ont les normes les plus strictes au monde. Ils ont des normes de fous furieux, tu sais. Attention, parce que là, ce produit-là, c'est interdit et tout. Et là, on leur dit, faut quand même réduire, les gars. Hein, le méthane, faut réduire, les potes. Et tu sais, tu vois les usines là-bas, tu sais, au bord de la rivière, horrible. Enfin, tu vois bien que les mecs sont ciblés. C'est pas eux qui nous mettent dans la merde, au contraire, c'est de la bonne nourriture. Enfin, tu vois, c'est les derniers remparts, justement, de la bonne nourriture, en fait. C'est la base de tout, l'agriculture. L'agriculture française est la meilleure agriculture du monde, et tout le monde le sait. En termes de qualité des produits, c'est complètement incroyable, évidemment, et il est complètement hallucinant qu'on détruise cette filière agricole depuis des années et des années. Mais ça, je vais vous dire, ça c'est votre faute. Qui avait fait barrage à la haine depuis des années, mes couilles là. Vous avez élu des mecs qui jouent contre vous. Voilà. Et je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais les agriculteurs, en votant massivement Emmanuel Macron à 2 reprises, en 2017 et en 2022, vous vous êtes évidemment foutu une putain de balle dans le pied. Alors moi, je vais dire encore pire, parce que là, ils se font attaquer de partout, les beaux auditeurs. Vous avez joué contre vous, non seulement avec votre carte électorale, mais avec votre carte de crédit. Vous avez découvert les grandes surfaces horribles, les trucs sous vide, pourris, on s'en fout de l'origine, on en a rien à foutre tant que c'est moins cher. On ne favorise plus les locaux, plus les petits commerces, plus les exploitations machin. On en a rien à foutre et le marché a été totalement tué parce que personne ne veut mettre 1,30€ de plus pour un beefsteak en fait qui n'a pas été piqué aux hormones d'une vache qui a vu le jour, etc. Comparé à une vache qui a été enfermée horrible avec de la sous-nourriture dégueulasse aux antibiotiques. Et bah voilà, du coup tout le monde accepte le Mercosur et la plupart des Français mangeront ce bœuf argentin avec grand plaisir. Bon, bah c'est aussi de notre faute les consommateurs. Si personne n'achète, vous inquiétez pas que le système changerait immédiatement. La carte de crédit est un pouvoir monumental. Encore faut-il vouloir l'utiliser. Mais ça, c'est toute une éducation à revoir dans sa globalité. On a persuadé les gens que aller au supermarché était toujours moins cher que d'aller dans les petites boucheries locales, dans les petites fromageries. C'est un truc tout con, là, j'ai fait une raclette il y a pas longtemps avec des potes, et c'est une amie à moi qui j'ai dit, ramène le fromage, s'il te plaît. Bon, et moi, c'est vrai que quand je fais une raclette, j'aime bien manger du bon fromage, donc je vais toujours chez le fromager, etc. C'est le principe de la raclette. C'est quand même voilà. Et elle me ramène des fromages de chez Auchan, là, en me disant, mais putain, t'as eu le prix que j'ai payé, 35 balles quand même, c'est énorme et tout. J'ai dit, mais tiens, t'es complètement con parce que j'ai fait une raclette il y a une semaine de ça et je suis allé chez le fromager, j'en ai eu pour moins de 30 balles alors que j'ai pris des meilleurs produits que toi. Ah bon et tout. J'ai dit, donc la prochaine fois, s'il te plaît, va chez le fromager, ça te coûtera pas moins cher. Et bien la fois d'après, elle est retournée à Auchan. Donc c'est toute une éducation mais attends, j'en ai été la victime évidemment. Ah mais c'est évidemment. Non, mais bien sûr. De toute façon, les meilleurs dénonceurs sont les anciens pratiquants, tu vois ce que je veux dire. Le mec qui va mieux le dénoncer les sectes, c'est un mec qui en a fait partie. Donc là, je m'inclus également dedans. Nous d'ailleurs, on faisait nos courses ensemble pendant un moment. Et c'était pas beau à voir. Donc non, mais évidemment, je jette pas la pierre, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand vous avez 30 ans ou passé 30 ans, il faut quand même se réveiller, les mecs, tu vois, je veux dire, à 18 ans et 2 jours, d'accord, mais à 30 ans, bon... c'est ça. Jusqu'à 25 ans, vous avez des excuses. Voilà. Après, bon. Après, c'est stop. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, les amis, l'État joue contre son propre camp, s'ils sont du même camp. Et ça, c'est quelque chose qui reste à prouver, évidemment. En tout cas, ce qui a choqué bon nombre de Français, là, on a vu les stories Instagram de tout le monde, c'est que l'État envoie, mais littéralement, sa milice armée pour combattre des agriculteurs. L'État envoie des tanks. L'État gaze des agriculteurs par hélicoptère. Oui. Mais attendez. On m'avait pourtant dit que l'État n'était plus fort. Oui.
C'est ça. Est-ce qu'on peut parler du dispositif de gendarmerie parce que c'est quand même incroyable. Moi, j'ai regardé toutes les images pendant des heures et des heures, donc je peux vous dire que je suis très au point sur ce sujet-là. Juste, petite précision, si vous avez déjà vécu ça, moi je connais personnellement quelqu'un qui a appelé la police parce qu'il y avait en gros une agression, tout ça, et on a dit on n'a pas de véhicule là de disponible, on va pas pouvoir intervenir, ou alors la police qui répond pas, tout ça. Si vous avez déjà vécu ça, ou alors moi j'ai une collègue à moi qui s'est fait voler son ordinateur, et en fait elle l'a trouvé sur le bon coin, et elle a dit bon voilà les coordonnées de la personne, si on peut le récupérer, l'ordi c'est bien, et eux ah ouais mais là on peut pas gérer ça, nous vous savez ces affaires là madame c'est compliqué et tout. Enfin bref, ils ont pas jamais d'effectifs, jamais de trucs pour nous aider, nous les citoyens qui payons des impôts. Par contre, oh putain, quand il s'agit d'aller escorter un putain de vétérinaire pour aller piquer 207 vaches et les laisser dans des sacs plastiques mortuaires, là, oh putain, le truc qu'ils ont sorti, donc ils ont sorti les centaures, vous voyez, c'est les camions là de manifestation anti-émeute avec tourelles au-dessus pour tirer, hein. Des gaz lacrymogènes, des trucs, un truc arsenal de guerre. Ils ont sorti, moi je les ai comptés, alors j'ai du mal à tous les voir, mais 15 camions de gendarmes mobiles, ça fait environ 300 gendarmes quoi. Un hélicoptère qui a survolé la zone pendant 2 jours non-stop, puisque l'affaire elle a commencé le mercredi à 1h du matin et elle s'est finie le vendredi. Donc vous imaginez le truc. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, tous les policiers sont arrivés. Alors ça a commencé par un camion, 2 camions, 3 camions. Et ensuite, il y avait un monde, tous avec bouclier anti-émeute, gaz lacrymogène, matraque et tout. Et comme a dit Jean-Michel Aplathy, on a vu les images de l'hélicoptère faisant du vol stationnaire juste au-dessus de la ferme et en train de jeter des dizaines et des dizaines de grenades lacrymogènes sur les agriculteurs. Et en fait, je me suis dit, mais attendez, on est l'État le plus fort du monde. En fait, Salvador, on est trop fort, on peut calmer tout le monde. Ah, c'est pour les agriculteurs désarmés. D'accord, très bien. Les mecs, en plus, les agriculteurs, mais allez voir les images, c'est aberrant. Ils sont en face des policiers, donc qui sont des gendarmes d'ailleurs, j'ai une bêtise, qui sont en rang prêts à attaquer. Donc il y en a une centaine, hein, mais c'est horrible. Tous avec les boucliers, le casque, machin, masque à gaz, prêts à les tabasser. Et eux, les agriculteurs sont là, on est du même camp. Nous, vous savez bien qu'on est là juste pour défendre l'agriculture française. Vous serez les prochains à être victimes de la répression comme ça. N'obéissez pas à l'État, arrêtez et tout. Et il y a une image qui est absolument stratosphérique, qui a été capturée par Toxin d'ailleurs. Il y avait 3 médias sur place, il y avait CL Presse, Clément Lano, Toxin et il y avait Olive. Alors à part ça... Il y avait Frontières aussi. Il y avait Frontières, mais ils étaient partis à ce moment-là. Et ils n'ont pas eu ce truc-là. Ouais, ils étaient pas eu. Ils ont été dans la journée, mais malheureusement, ils n'étaient pas là la nuit. C'est comme BFM. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas en live à ce moment-là, quoi. Et en fait, comment ils s'appellent donc les policiers, à un moment donné, il y en a un qui relève sa visière. Ça veut dire, je vais pas te charger, t'inquiète pas. Et en fait, ce qu'ils ont fait, mais c'est horrible, tu vois. Ils ont donc changé ce policier-là qui était un peu attendri en disant, on va peut-être pas charger les mecs qui nous nourrissent. Et ils ont mis des nouveaux et ils les ont fait charger et ils les ont fait gazer. C'était absolument horrible. Donc il y a eu des blessés chez les agriculteurs. Au final, donc comme je vous ai dit, la famille s'est déchirée. Un des deux a dit si c'est bon, vous pouvez abattre. Les vétérinaires sont arrivés. Alors il y a eu encore une nouvelle polémique à ce sujet-là. C'est que donc il y a 70 vétérinaires qui sont arrivés pour euthanasier les 200 vaches. Et il y a une partie d'entre eux, il y a encore un peu polémique sur le chiffre, etc., qui ont refusé. En fait, ils ont dit en gros, ils ont montré un peu des signes de désaccord. Et en fait, ils ont refusé en fait tout simplement d'euthanasier. Et on leur a dit bon bah d'accord, c'est très bien, rentrez chez vous, il y a pas de souci, vous ne serez plus dépêchés sur ces trucs-là. Et ils en ont pris d'autres. Et ça a quand même. En fait, ce que j'essaie de dire à travers tout ça, c'est qu'il y a des policiers qui ont donc remonté leur visière, baissé leur bouclier, en signe de dire des forces de l'ordre, pour dire nous on n'a pas envie de frapper les agriculteurs. Il y a des vétérinaires qui ont dit nous on n'est pas d'accord avec ça de piquer les vaches saines. Il y a quand même dans toutes les classes de la société des gens qui trouvent ça scandaleux, qui sont des professionnels du secteur. Tu vois, les vétérinaires et les forces de l'ordre, c'est quand même pas des cégétistes numéro 1, si tu veux. Donc ça me pose quand même beaucoup de questions que toutes ces strates-là refusent. Alors je serais quand même curieux de savoir si dans un élevage corse il y avait des cas de dermatose nodulaire, voir ce que l'État ferait. Tiens, ça m'interroge beaucoup. Toujours est-il, les amis, que c'est quelque chose qui est fortement revenu, évidemment, c'est de dire, putain, attends, mais l'État il a les moyens là, pourquoi il va chez les agriculteurs avec les tanks et dans les cités alors? Pourquoi il n'intervient pas dans les cités, con? Parce qu'on nous dit toujours, c'est comme, c'est à chaque fois on en parle des excuses, je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais à chaque fois c'est comme dès que quelqu'un parle réimmigration, c'est impossible parce que au niveau des couloirs aériens on ne pourrait pas et tout. C'est comme dès qu'on dit,
peut-être que, je sais pas, la cité où il y a des armes qui prospèrent, de la drogue et tout le monde sait qui sont les dealers, on peut intervenir. C'est impossible parce que tu sais que, en fait, avec les dealers qui regardent depuis les tours, ils jettent des machines à laver, on peut pas intervenir. Hein. Ah, c'est impossible. Hein. Ça a été prouvé par le rapport du boulevard Voltaire. C'est impossible. Impossible. Donc, c'est ces gens-là que je déteste, moi. Et bon, et c'est pas faux. Regardez, et plutôt même écoutez, le comportement de la police face aux racailles de cité qui vendent de la drogue. Écoutez cet extrait, c'était sur le JT de France 2. Ils se sont installés à proximité d'un point de deal et mènent des opérations de contrôle sur ce rond-point près de Montpellier. La mission des policiers cet après-midi-là, arrêter les conducteurs qui viendraient d'acheter ou de consommer de la drogue. Pourtant, à quelques centaines de mètres, ce guetteur contrôle les entrées et les sorties des véhicules. Et la vente de stupéfiants continue sous les yeux des gendarmes. C'est pas parce qu'on va contrôler les clients qu'eux ils vont s'arrêter en fait. On peut faire ce qu'on veut, faire une descente, saisir la drogue qu'il faut, ça va revenir dans la foulée, ça va repartir de plus belle. Quoi. Et là ils sont quasiment tout le temps là ? Ah oui, c'est 24 heures sur 24. L'opération n'était menée ce jour-là que contre les consommateurs. En un peu moins de 2 heures, 20 personnes ont reçu une amende pour détention de drogue, 10 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. C'est exceptionnel, les amis. Donc là, vous voyez que les policiers sont incapables d'aller arrêter les dealers qui dealent à 20 mètres d'eux. Et d'ailleurs, le policier a raison. Il va en arrêter un. Il y en a un autre qui était en garde à vue, qui va sortir et qui va prendre le relais. Et c'est la boucle infernale. Bon, et du coup, vous vous dites, à très juste titre, mais pourquoi on met pas tous ces moyens dans les cités, bordel ? On pourrait régler le problème assez vite. Bonne question, dis donc. Eh bien, les amis, je vais vous parler d'un concept, encore une fois peut-être un peu complotiste. Oh non. Ça s'appelle, les amis, l'anarcho-tyrannie. Ça a été théorisé par Ibn Khaldoun il y a plusieurs siècles, les amis. Et en gros, le principe, c'est de dire l'État doit taper sur ses citoyens productifs pour leur soutirer des impôts et laisser tranquilles les barbares, car ils ne produisent de toute façon rien. Je vous fais un petit résumé de cette théorie qui est plutôt pas mal, et vous en tirerez les conclusions que vous voudrez évidemment. La théorie dit que, en gros, face aux producteurs, l'Empire, oui, parce que ça a été théorisé il y a des siècles, on peut dire État à la place de Empire, mais on va dire l'Empire. L'Empire exige une soumission absolue, car elle conditionne la soumission aux collecteurs d'impôts. Toute infraction commise par un producteur solvable sera impitoyablement sanctionnée. Ça c'est un fait. Face aux barbares, en revanche, l'Empire s'interroge ainsi. Est-il rentable de les soumettre ? Les impôts que l'on peut espérer tirer d'eux valent-ils ce que coûtera le déploiement de forces nécessaires pour les vaincre, puis les désarmer ? Et très souvent, la réponse est évidemment non. Donc, l'Empire laisse faire les barbares, il accepte que ceux qui exercent leur prédation au détriment des producteurs, pourvu que la collecte de l'impôt ne soit pas menacée. Autrement dit, l'Empire ne défend ses sujets contre les barbares que lorsque l'action de ces mêmes barbares est de nature à rendre suffisamment insolvables ses producteurs, pour que le manque à gagner justifie d'investir dans la mise au pas de ces mêmes barbares. Est-ce que vous me suivez toujours ? Ouais, bah c'est assez clair. Et c'est pas fini. Ah. En revanche, l'Empire réprimera tout mouvement de contestation des producteurs contribuables, d'autant plus violemment qu'il sentira que son emprise morale sur eux s'effrite et que leur consentement à l'impôt n'est plus acquis. Donc vous aurez compris la théorie, laxisme de l'institution judiciaire envers les racailles, les minorités non sédentarisées, donc les punks à chiens, etc., les migrants, mais sévérité impitoyable envers les citoyens solvables, donc envers vous, évidemment. Oui. Frilosité extrême à réprimer les trafics et les émeutes, dans les banlieues ou les manifs, comme le gang Traoré, etc. Mais déploiement de force inouï contre les gilets jaunes, le convoi de la liberté, etc. Donc en gros, la théorie qu'explique ce bon Ibn Khaldoun, à ce stade, l'Empire est décadent, le divorce entre le peuple, donc les producteurs, et la caste dirigeante, est acté évidemment. Et dès lors, 3 scénarios sont possibles dans sa théorie. Le premier, c'est effondrement et morcellement du territoire aux mains des barbares, ou coup d'état militaire, ou renaissance culturelle, réconciliant l'armée, le peuple et ce qui reste des anciennes élites encore fidèles à leur éthique d'origine contre les prédateurs du peuple, barbares et caste dirigeante décadente. Voilà cette théorie que je trouve
plutôt intéressante et qu'on peut mettre en perspective aujourd'hui avec la République française. Ouais, alors moi j'y ajouterais même, est-ce que le fait de laisser les barbares et tout tranquilles, du coup ils traumatisent ceux qui doivent être collectés à l'impôt, quoi, les bons citoyens, ce qui fait que ça les occupe aussi, dans un sens où là tous les mecs qui payent des impôts et tout, ça les force à payer encore plus pour se protéger de la sécurité, etc. Faut que j'achète système d'alarme, faut que j'achète ceci, faut que j'achète... Donc ils sont en train de toujours dépenser plus, se mettre dans des quartiers chers qui valent plus cher, etc. Ce qui au final fait qu'ils rendent tout leur argent, au final, qu'ils l'utilisent pas, et surtout leur temps d'esprit, ils sont occupés à alors attends, comment je vais faire pour ne pas prendre cette ligne de bus où il y a des racailles et tout, et ils sont pas là, pourquoi ces racailles sont là, qui les protège, et il faut que je décapite cet état qui les laisse faire. Tu vois, on est occupé par le problème, le premier qui vient être confronté à nous. C'est un peu humain, quoi. On est d'abord confronté par les racailles et pas par qu'est-ce qui est au-dessus, machin. Donc ça, pour moi, c'est compatible avec la théorie que tu as énoncée, qui est intéressante d'ailleurs. De toute façon, on voit bien avec l'exemple du Salvador ou des Philippines, on a fait d'ailleurs un podcast là-dessus, c'est que dès que l'État veut mettre les moyens pour réprimer ces barbares, il y arrive assez facilement. Oui. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez vivre en France n'est qu'une question de manque de volonté. On l'a vu d'ailleurs avec les JO. Paris, pendant un mois, pendant les Jeux Olympiques, mais les Parisiens ont kiffé cette période-là. Moi, j'ai vu plein d'interviews disant, les Parisiens disant « Oh là là, c'est génial, Paris ». En fait, les Parisiens avaient découvert la ville lumière, propre et sans migrants punk à chien. Et sans agression au couteau dans le métro. Ah ben oui, c'est sûr, c'est génial. Hein. Ah ben oui, bon, ça les empêchera pas de réélire un maire socialiste. Oui, bah parce que comme ça s'est fait sous un maire socialiste, si tu veux, ils disent que bah oui, tu vois, dans le socialisme, on peut avoir ça. Et je peux juste vous préciser que le nettoyage n'a pas pris 6 mois. Hein. Le nettoyage, il a pris, tu vois, ils ont commencé à faire des quarts de migrants peut-être, tu vois, 1 mois à l'avance. Et ils ont mis vraiment un petit coup de collier 2 semaines avant. Mais c'est tout, hein, c'est tout. En 2 semaines, c'était nettoyé à 100%. Et t'avais pas un gars dans la rue, pas un clochard, pas un migrant. 0, 100% de réussite. C'est évidemment qu'une question de volonté, et peut-être que avant la fin d'année, on fera un podcast avec Trotsky sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en englobant les États-Unis et le Salvador. Le Salvador qui se réarme parce que des criminels ont décidé de revenir en force, et ça serait intéressant de voir ça. Ouais. Mais quelqu'un comme Trump, en 1 an de mandat, a expulsé ou a fait partir 4 millions de personnes. Donc, c'est évidemment une question de volonté la plus totale. Et on ne veut tout simplement pas vous protéger de ces barbares. C'est la théorie que je viens de vous annoncer. D'ailleurs, l'État met beaucoup de moyens pour aller casser la tronche à des agriculteurs. Mais en revanche, cet État fort avec les faibles, mais faible avec les forts, préfère annuler le concert du Réveillon sur les Champs-Élysées. Donc tout le monde se réunit sur les Champs-Élysées le 31 c'est mythique. Pour la nouvelle année. Bon ben, l'État préfère annuler ça car il y aurait un risque suite au match Algérie-Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations dans l'après-midi. On écoute ce que dit cette personne sur CNews. On le sait par le passé, en 2021, à la précédente coupe, il y a eu des incidents assez graves sur les Champs-Élysées avec des boutiques qui avaient été pillées. Donc on va apporter une grande attention à cela. D'ailleurs, il y a un autre match aussi le 24 décembre où aussi l'équipe algérienne va jouer. Donc on va forcément regarder tout ça, tous ces indicateurs. C'est les services de renseignement en permanence qui nous donnent tout type d'informations sur de potentiels mouvements de foule. C'est pour ça que le concert a été annulé, parce que on ne peut pas déployer massivement des policiers comme ça en permanence, parce qu'on n'en a pas assez. Au bout d'un moment, on ne peut pas, puisque c'est plus qu'à Paris, la problématique, c'est sur tout le territoire national, et aussi on a toutes les affaires liées au trafic de drogue, à ce règlement de compte, où on doit mener à bien nos missions. Et oui, la gangrène est partout, les amis. Alors, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit devant l'Assemblée nationale « Les Champs-Élysées ne se prêtent pas à l'organisation d'un concert pour des raisons de mouvement de foule. Ce n'est pas la police qui recule. » Bon, avant, on pouvait faire des concerts. L'année dernière, c'était bon. Là, cette année, apparemment, il y a des nouvelles normes, mais non, c'est plus possible. Sachant que là, tu nous as donné la conclusion de l'histoire tout de suite, mais je me souviens très bien de cette affaire. Je crois que ça avait commencé à éclater il y a 2 semaines. On nous dit le spectacle est annulé. À la base, il n'y avait pas de précision trop. Donc là, les gens commencent à chercher. Ah bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils avaient dit risque à la sécurité. Alors, est-ce que c'est moi qui ai interprété, ou est-ce que
eux, ils ont laissé un flou suffisamment important, mais ça faisait penser un peu à terrorisme, tu vois. Et je me suis dit, oula, la menace est relevée, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, j'en discute, je me suis dit, mais attends, il y a des mecs qui nous en veulent là spécifiquement, il se passe un truc, c'est quoi, ils ont des infos? Et en fait, une semaine plus tard, on vient nous dire, ah non, sécurité, rapport au match de l'Algérie. Mais tous d'accord. les 2 ans, c'est la même rengaine. Tous les 2 ans, comme il y a la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Français sont obligés de ranger leur voiture, évidemment, de voir leur tarif assurance selon dans la ville à laquelle tu habites ou dans laquelle tu gardes ta voiture exploser. Et donc, on est obligé d'annuler pas mal de trucs parce que des hordes de barbares islamisés vont sortir de leur banlieue pour tout brûler parce que l'Algérie a gagné contre la Guinée. Et alors, si c'est pas l'Algérie, c'est le Maroc. Hein. Et alors, si c'est pas le Maroc, c'est la Tunisie. Et alors, si c'est pas la Tunisie, c'est la Côte d'Ivoire. Et si c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est... en fait, ouais, toute l'Afrique est en France, quoi. Toute l'Afrique est en France et toute l'Afrique pose problème. Bon, voilà, mais après, c'est toujours bien d'envoyer 500 CRS avec des hélicoptères et des tanks taper sur des agriculteurs. Non, mais c'est très intéressant. Alors, juste pour la petite précision, qu'on ne nous casse pas les bonbons sur un détail, c'est des gendarmes mobiles, c'est pas des CRS, parce que ces CRS, c'est en ville. Mais bon, bref, c'est des gendarmes mobiles, c'est le même équipement, c'est le même truc. Pour des novices comme nous, en fait, ça ressemble, mais en fait, c'est pas vraiment pareil. Bon, bref. Donc si vous êtes CRS et que vous écoutez le podcast, je sais que vous n'y étiez pas. D'ailleurs, à ce propos-là, juste mini info, en Haute-Garonne, là, ça y est, les forces de l'ordre essaient de bloquer les accès à une propriété où l'État veut une nouvelle fois abattre un élevage et les agriculteurs s'y opposent. Donc est-ce que le scénario va se répéter dans tous les élevages et ça va être le bordel à chaque fois? Et je pense que malheureusement les agriculteurs, comme à chaque fois, eux ils ont un métier très prenant, ils vont devoir retourner à leurs activités, mais visiblement ils n'ont pas envie de céder. Et je voulais juste dire un dernier truc sur ce sujet-là, c'est que pour la première fois de l'histoire, me semble-t-il, en tout cas depuis très longtemps, tous les syndicats agricoles se sont mis ensemble pour désobéir. C'est-à-dire l'État leur dit on va abattre, et tous les syndicats, aussi proches soient-ils de l'État, aussi proches soient-ils des gouvernements, aussi proches soient-ils du ministère de l'Agriculture, on dit non, ce n'est pas une bonne idée, nous sommes devant la ferme et nous n'allons pas le faire. Donc il y a tous les syndicats qui vous disent non, les policiers qui vous disent c'est gênant de frapper les trucs, et les vétérinaires 70 qui disent moi je veux pas abattre. Vous imaginez l'histoire. C'est quand même un truc de fou furieux. On verra où tout ça va nous mener, évidemment. Force évidemment aux agriculteurs français. On espère qu'en 2027, vous ne voterez pas pour le candidat centriste, le candidat mondialiste, les amis, parce que c'est de ça dont il s'agit, évidemment. France Info maintenant. Et oui, passons sur l'audiovisuel public qui nous coûte 4 putains de milliards d'euros, les amis. 4 milliards d'euros pour des vidéos de ce genre-là. On écoute. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël ? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche. C'est à Vienne, en 1294, qu'on trouve les plus anciennes traces d'un marché de Noël, mais rapidement, ces foires vont se multiplier dans le monde germanophone. C'est pendant la révolution industrielle que ces marchés vont véritablement se multiplier, les classes populaires commencent à les fréquenter, et en réaction, les élites décident de reléguer ces marchés de Noël en périphérie des villes. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. À cette époque, la crise économique fait rage. Pour les nazis, les marchés de Noël permettront alors de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Ils décident alors de réimplanter les marchés de Noël dans les centres-villes. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi. Avec le boom économique des années 60-70, elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le deuxième pays avec le plus de marchés de Noël. Savez-vous qu'il existe aussi un lien entre l'eau et le nazisme ? En effet, Hitler buvait régulièrement de grands verres d'eau. Oui. Non mais... Est-ce que j'ai le droit d'être extrêmement virulent ou pas du tout ? Oui, oui. D'accord, très bien. Donc, vous voyez, là, juste, je vous fais le début de ma thèse et après, je vais faire une vague de vomi sur vous tous qui va être extrêmement violente, vous allez voir. Donc, c'est marrant, on attaque comme par hasard une tradition chrétienne, comme par hasard un peu le seul truc qui lie les Français qui se sont intégrés à la religion catholique, ou en tout cas qui sont de cette tradition-là, c'est plutôt les grandes familles, machin. Tu vois, c'est ces traditions-là, dans votre esprit, vous voyez une famille globalement de blancs. Voilà, Noël. C'est marrant, on s'attaque à ça. En revanche, les nazis l'ont fait, il faudrait pas trop le faire, d'accord.
Bonsoir à tous. Vous savez que l'entreprise Bayer, qui fait la plupart des médicaments, vous connaissez forcément Bayer et les médicaments, sous les nazis, c'est eux qui ont aidé à la production du Zyklon B pour faire le gaz dans les camps de concentration, d'extermination. Vous savez, là, ça va, vous boycottez pas trop les antidépresseurs. Là, pour l'instant, tout va bien. Pour ça, on est OK. Ah, d'accord. Tous ceux qui sont dans les BMW, vous savez que c'était dans les camps de concentration qu'on fabriquait les BMW. Vous savez que les propriétaires, ils étaient proches des nazis. Ah, en France, la SNCF, on transportait les troupes allemandes. Vous prenez encore la SNCF. Ah mince. Renault, vous savez que c'est eux qui ont fait les camions de la Wehrmacht. La BNP, vous savez qu'eux, ils ont été condamnés et tout pour collaboration. Hein, vous savez bien ça, qu'on a spoilé les gens, notamment pour certaines religions, etc. Ensuite, on continue comme ça, on peut faire longtemps. Hein. Volkswagen, vous savez que ça a été créé pendant Hitler, parce que il y avait un partenariat justement avec les nazis. Mettez-nous en avant et puis financez la campagne et puis on va gérer. Eux, c'est eux qui ont créé tous les véhicules militaires. Bon, je peux continuer comme ça pendant 1000 ans. Je finis juste avec un dernier. Siemens. Ah, Siemens, c'est eux qui faisaient les équipements électriques du Reich. Mince. Et ils étaient à côté des camps de concentration avec les députés comme main-d'œuvre. Donc, tout ça, ça va. Ces entreprises-là existent encore. Hein, c'est carré. Orelsan, dans sa fameuse chanson, tu sais, il parle de Hugo Boss qui ont habillé les nazis. Là, justement, là, tout va bien. Par contre, les marchés de Noël. Cette tradition qui lie les blancs. Aïe, attention. Tiens, c'est marrant que vous attaquiez à ça et pas au reste. Marrant. Ça, c'est France Info. Hein. Ça, c'est France Info, c'est l'audiovisuel public, c'est votre argent, c'est... Alors, ils ont retiré la vidéo. Ils ont retiré la vidéo, mais ils ne se sont pas excusés, ils ont dit que ça comportait des erreurs. Bon, effectivement, il y a quelques petites erreurs, mais le message, c'est surtout, ça qui est intéressant de voir, c'est pourquoi font-ils ça? En fait, à l'heure où le nazisme n'existe plus en Europe, il doit rester 3-4 nazis dans quelques bars d'Europe, tu vois, mais le danger nazi n'est pas n'est pas là. Non. Demandez à un juif de qui il a peur en ce moment, et je peux vous dire que c'est pas les nazis. Non, ça c'est sûr que non. En fait, c'est pour détourner l'attention. Et oui, parce que vous voyez, sur ces mêmes marchés de Noël, tiens, c'était il y a quelques jours en Allemagne, où les services de renseignement allemands ont déjoué un attentat. Oui, selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des suspects, un Égyptien âgé de 56 ans, imam dans une mosquée située près de Dingolfing-Landau, est soupçonné d'avoir appelé à viser un marché de Noël en utilisant un véhicule pour tuer ou blesser autant de personnes que possible. 3 Marocains âgés de 22, 28 et 30 ans auraient accepté de perpétrer l'attaque et un Syrien de 37 ans les aurait encouragés dans cette entreprise criminelle. Vous voyez, à l'heure où en fait ce sont des imams égyptiens et des Marocains et des Syriens qui visent des marchés de Noël pour tuer des Blancs, parce que c'est ça, France Info nous fait croire que la menace nazie existe encore à travers finalement les marchés de Noël et que si vous allez dans les marchés de Noël, finalement vous êtes des nazis, finalement vous votez Bardella. Grosso merdo, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes des salopards qui excluez les gens. Pourquoi ? Vous êtes d'accord avec ces valeurs communes de Noël. En plus, Noël, c'est pas encore halal, c'est en train d'y passer. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Vous êtes entre familles, c'est-à-dire vous n'acceptez pas encore les gens de l'immigration, tu vois, vous n'avez pas encore adopté tous les Aboubacar qui sont dans la rue, vous en foutez le 24 au soir, vous mangez bien, et en plus c'est une tradition chrétienne. Oh, ça va d'exclure les gens? Et alors les musulmans, vous les excluez, eux, ils fêtent pas Noël, salaud. Donc marchez de Noël, marchez quoi, des chrétiens? Donc vous excluez les gens, donc vous êtes des salopards, donc finalement vous n'êtes pas loin des nazis. Exactement. Et il est très important de ne pas dire joyeux Noël, mais belle fête de fin d'année. Voilà. Fête d'hiver, comme à Nantes. Ou bel hiver. Exactement, bel hiver. L'audiovisuel public, les amis, qui est reçu à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est les députés de l'Union des droites pour la République d'Éric Ciotti qui ont convoqué cette commission d'enquête afin d'approfondir un peu ce qui se passe dans l'audiovisuel public. Et oui, 4 milliards d'euros, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie cette dépense ? Et notamment les 1,5 million d'euros en frais de réception pendant l'année Covid en 2020. Alors, un des députés demande au rapporteur de la Cour des comptes d'où sort ce chiffre et qu'est-ce qui justifie 1,5 million d'euros de dépenses dans les réceptions et cocktails. On écoute. Je constate par exemple qu'en 2020, l'année vraiment du Covid où tout le monde était bouclé, où la France était quasiment à l'arrêt, où il n'y avait aucune forme de déplacement professionnel. Je constate qu'en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros de frais de réception et de cocktail. Alors à titre de comparaison, c'est 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes
qui étaient d'ailleurs moins soumises à des exigences de confinement. Comment vous expliquez ces dépenses, en tout cas ces gabegies, dans une période de confinement? On vous adressera des éléments de réponse écrite. Vous voyez bien que on a vraiment, nous, mis l'accent sur des sujets qui sont extrêmement aujourd'hui urgents à traiter pour ces deux entreprises et auxquels également ceux qui sont en responsabilité, les tutelles, la représentation au sein du conseil d'administration doivent apporter des réponses. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, la situation financière du groupe France Télévisions, les sujets sur les accords collectifs sur lesquels il faut évoluer très rapidement pour pouvoir engager des économies, sur tous ces éléments de dépenses liés à des frais divers et variés. On prend votre question, on y apportera une réponse écrite. Ouais, bon. En gros, il sait pas. en gros, il sait pas. Voilà. L'audiovisuel public est en déficit de plus de 80 millions d'euros. Donc les mecs, on leur file 4 milliards et ils arrivent à être en déficit de 80 millions d'euros. Ouais, en particulier France Télé, eux, on leur donne 2,5 milliards rien qu'à eux et ils sont en déficit. 2,5 milliards, 4 chaînes de télé. Et ils dépensent 1 million dans des frais de cocktail. Bon, dans un monde normal, ça évidemment, tout ça finit en prison. Ça, c'est la base. Mais Delphine Ernotte, la PDG de gauche, qui gagne combien 400 000 euros bruts par an, s'est expliqué sur ses frais de cocktail de primes de performance. T'as déjà dirigé une entreprise qui a 2,5 milliards d'euros et t'arrives à être en déficit, tes scores baissent et on te donne 100 000 de performance, toi? Ou alors ça s'appelle du vol d'argent chez moi, personnellement, puisque c'est l'argent des Français. En fait, les Français payent Delphine Ernotte pour qu'elle soit en déficit. C'est quand même... Enfin, je veux dire que ça vous scandalise pas matin, midi et soir et que son nom soit pas inscrit dans les tribunaux les plus proches de Paris. C'est bizarre, tu vois. Mais elle a une explication sur ses frais de cocktail, Delphine Ernotte, et vraiment... Ce n'est pas ce que vous croyez. Bon, très bien. Il n'y a évidemment eu aucune réception pendant le Covid. Je dis simplement que nous avons dû fonctionner dans des circonstances particulières et que tous ceux qui ont dû travailler pendant cette période ont constaté, notamment les entreprises. Et donc je vous redis qu'il s'agit majoritairement de frais, et je vous ai donné d'ailleurs le détail, et je vous le redonnerai par écrit si je n'ai pas été assez claire, mais il s'agit de frais de repas pour les salariés qui travaillaient. Voilà. Oui, la ligne s'appelle frais de réception et achats alimentaires. Donc il faut considérer que c'est des achats alimentaires. Alors, c'est marrant. C'est très marrant. Mais moi, je travaillais aussi pendant le Covid. Je travaillais dans une entreprise privée. Hein. C'est marrant, mais j'ai pas l'impression que mon entreprise m'ait envoyé des repas. C'est marrant, hein. Mais puis attends, 1 million d'euros, 1,5 million d'euros. Qu'est-ce qui bouffe en fait les employés de France Télévisions? Et surtout, alors, attends. Moi, en fait, là, il y a des trucs là dans mon cerveau qui ne connectent pas. Moi, mon entreprise privée, en revanche, me payait 15 euros par repas pendant le Covid. Moi, oui, parce que la cantine était fermée. Mais là, France Télé, ça veut dire que la cantine était fermée si on les payait les repas, j'imagine. Enfin, tu vois, il ne peut pas y avoir et les dépenses de la cantine et les dépenses des repas des gens. Donc déjà, comment ils arrivent à faire plus de dépenses, c'est-à-dire 3 fois plus que les années suivantes, avec ces frais de repas. Mais c'est quoi, là en 2025, il n'y a pas ces frais de repas-là. Donc imaginons que c'est parce que la quantité est fermée, on a compensé, on a donné des chèques aux gens. Combien ils sont à avoir ces chèques-là? De combien ils étaient Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas de contre-offre possible, c'est-à-dire d'ouvrir la cantine s'ils étaient si nombreux. Enfin, il y a un truc très très bizarre là, 1,5 million pendant qu'ils nous passaient des bandes annonces. Restez chez vous. Si vous contaminez, vous allez tuer votre grand-mère, vous le savez. Pourquoi vous avez fait 1,5 million là? Ouais, c'est l'audiovisuel public, les amis, que vous payez évidemment de force. Hein, de force avec vos impôts. On ne vous demande pas votre avis, vous les payez de force, ces gens-là. Et c'est magnifique à écouter. Et on a encore eu plein de trucs pendant la commission, mais on va pas avoir le temps de tout dire, évidemment. Ceci étant, Delphine Ernotte devrait être en prison dans un monde normal. Hein. Mais bon, dans un monde normal, la patronne du Louvre aurait dû démissionner. Dans un monde normal, Macron ne devrait pas être là. Enfin, dans un monde normal, ce que vous vivez aujourd'hui n'existe pas. Là, vous vivez dans quelque chose de complètement anormal. Mais heureusement, oui, heureusement, les amis, nous avons fêté il y a quelques jours les 120 ans de la laïcité. Et on terminera là-dessus parce que c'est le nouveau dogme de la République en fait. La République s'est attelée pendant des années et des années à dire aux Français non mais n'allez plus à l'église. Ça, ces dogmes-là sont insupportables, c'est de la merde, vous ne devez pas vous soumettre à un dieu. Mais par contre, vous devez vous soumettre à la laïcité et aux boumeuses qui viennent faire des spectacles dans les écoles publiques.
Écoutez ça, c'est stratosphérique. C'est la brigade d'intervention spéciale. Urgence laïculture à votre service. Aider des enfants, elle doit sauver l'arbre de la laïcité grâce aux concepts sur lesquels il repose. Diversité. Diversité. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Un mot chargé de sens qui résonne d'une seule voix dans un cri joyeux, car ici, tout repose sur le ludique. On est dans un sujet qui se traduit à travers cette pièce-là par des petites bêtes qui essayent de manger un arbre qui est le commun et le bien commun, la laïcité. Planter des graines d'égalité et de fraternité dans les consciences pour favoriser la tolérance et lutter contre la haine de l'autre. Et la métaphore de la nature semble porter ses fruits. C'est important de respecter les autres. C'est quoi la liberté d'expression pour toi? C'est quand tu parles comme tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire, tu dis ce que tu veux. Ouais. Ça veut dire qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut? Non, pas tout, mais tu as le droit de t'exprimer. Il y a une loi à respecter. D'accord. Et c'est quoi la loi à respecter alors? Genre pas faire ce que tu veux, genre tout ce que tu veux, genre tu peux faire des trucs mais pas tout. Au total, une trentaine de classes de CM1 et CM2 du Beauvaisis et du Crayois assisteront aux 11 représentations prévues. Alors, les représentations prévues, c'est payé par vos impôts. Josiane et Mireille qui sont déguisées, parce que vous n'avez pas vu la vidéo, mais qui sont déguisées en arbre et qui sont la brigade d'intervention de la laïcité. Ça, c'est payé par vos impôts et c'est payé cher, ce genre de spectacle de merde. Donc c'est magnifique. Donc voilà. Donc les 120 ans de la laïcité, c'est exceptionnel. Moi, quand je vois ce genre de vidéo, j'ai qu'une envie, c'est de voir des chars russes débarquer en France. Je me dis, c'est quoi? Je me dis, quitte à vivre l'enfer, autant que ce soit un enfer avec un peu des burnes. Parce que là, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de ces boomeuses qui me cassent les couilles avec leur laïcité, leur loi de merde. C'est insupportable. Le vivre ensemble, la liberté. Ouais, c'est insupportable. Ah ouais, comment vous pouvez tolérer? Non, mais comment vous pouvez tolérer ça? Bon, d'ailleurs, si vous nous écoutez, c'est que finalement vous tolérez pas. Ouais, si vous nous écoutez, c'est que vous avez envie de les insulter aussi, et c'est bien normal, les amis. C'est insupportable. Cette République française est insupportable. Cette laïcité est insupportable. Je ne supporte plus rien. Voilà. Ah, franchement, je pense qu'il y avait tout dans cette vidéo. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment là, il y a absolument tout. Les enfants matrixés avec des trucs on sait pas trop. Et t'as le droit de tout dire du coup? Non, pas vraiment tout dire. Mais c'est-à-dire, si tu fais un podcast sur Iman Khelif, là, t'auras peut-être 36 heures de garde à vue. C'est quoi, des blagues? Mais quoi, si t'es un humoriste et que t'es interdit a priori, mais t'as un bracelet électronique, bah ouais, là non. Ça dépend. Donc bref, c'est assez rigolo. C'était vraiment, c'est une belle vidéo. Hein. Merci beaucoup. C'était grandiose. Avec plaisir. Avec plaisir, et on terminera donc ce podcast évidemment là-dessus, les amis. J'espère qu'on vous aura évidemment régalé. N'hésitez pas à partager ce podcast en masse, surtout si vous êtes agriculteur. Ben oui, faites tourner aux copains, les amis, c'est important. On vous soutient évidemment dans cette bataille contre cette République infernale. Et puis nous, on va se retrouver lundi prochain, les amis. Lundi prochain, on sera pas encore Noël là. Non, pas encore quand même. On sera le 22. On sera le 22. Bon, on sera dans la semaine de Noël, ma foi. Ouais, c'est vrai, mais on sera là quand même. C'est ça qui est beau. Évidemment, pas de vacances pour vos braves Aplati et Trotsky, les amis. Merci de nous avoir suivis et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.